Rebonjour. Une grosse mission du VADO, c'est justement ça, là, valoriser les données. Et si on veut valoriser les données, il y a plusieurs étapes. C'est sûr que cette semaine, on se concentre plus sur la partie utilisée du deep learning dans la valorisation des données ou carrément pour résoudre des problèmes. Euh, j'ai parlé tout à l'heure, pendant la période de questions, j'ai fait un énoncé un peu surprenant en disant que, en fait, je n'étais pas capable d'imaginer un problème là, que l'intelligence artificielle ne pourrait pas résoudre, en autant que le problème est spécifique. Et je n'ai pas été assez clair. Il existe un paquet de types de problèmes qu'on peut vouloir attaquer en informatique. Et je ne sais pas, vous pouvez vouloir faire une simulation physique pour faire des prédictions météorologiques, par exemple. Vous pouvez vouloir reconnaître les personnes sur des photos dans un site pour qu'on ait un tag qui se fasse automatiquement. Et je dirais qu'il y a comme trois trucs, trois sortes de tâches là, vraiment importantes. Il y a les tâches qui sont plus physique, numérique, simulation, inverser des matrices, des chemins plus courts dans des graphes et tout ça. Puis ça, les gens n'ont jamais été capables de résoudre ces problèmes-là. On n'a jamais été capable de faire des simulations multidimensionnelles, d'équations différentielles pour prévoir la météo. On avait juste une espèce de vision un peu probabiliste du genre de ciel qu'on avait la veille, puis du genre de température qu'il faisait, puis peut-être on avait remarqué qu'un changement barométrique et tout ça. Okay? Donc, quand je parlais de problèmes, je vois trois types de problèmes. Évidemment, on n'utilise pas en ce moment l'apprentissage profond pour inverser des matrices, par exemple, ou pour faire des calculs. Quand je disais n'importe quel problème, je pensais à un problème qu'une personne pourrait attaquer. Donc, si vous avez un expert humain qui se fie à la pression barométrique, la couleur du ciel, okay, et un paquet de trucs comme ça pour prendre sa décision, ben oui, vous pouvez, si vous avez des données, entraîner un système qui va prendre les mêmes données et avoir un comportement comparable. OK, ça ne me semble pas être un problème. Ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle et l'apprentissage profond, c'est qu'à partir du moment où ça fonctionne bien, vous pouvez augmenter l'échelle, ce qui est plus difficile pour une personne. C'est-à-dire que là, vous pouvez finalement donner plus d'exemples d'entraînement, avoir plus de données, tenir compte de plus de variables, etc. Et souvent, les machines vont arriver pas seulement à imiter l'humain, mais à dépasser les capacités humaines. Par exemple, au début, on avait des systèmes qui reconnaissaient les visages. Ça, c'était au début des vieilles techniques là, qui étaient utilisées, qui n'utilisaient pas en fait l'apprentissage profond ou les réseaux de neurones. C'est un problème très spécifique qui avait été attaqué avec des techniques particulières. Okay? Aujourd'hui, on peut utiliser différentes approches, mais on arrive à faire la même chose qu'une personne, c'est-à-dire différencier, reconnaître quelqu'un sur une photo. Mais on arrive à le faire mieux. C'est-à-dire que, par exemple, ces systèmes-là sont plus compétents qu'un être humain, par exemple, pour différencier des jumeaux identiques. Donc, souvent, à partir du moment où on peut imiter le comportement humain avec l'apprentissage, souvent, on va être capable de dépasser les résultats qu'on a obtenus. C'est-à-dire qu'au niveau du Go, par exemple, l'ordinateur était médiocre. L'ordinateur était littéralement médiocre. N'importe quel joueur, pas quelqu'un qui vient d'apprendre à jouer la veille, mais n'importe quel joueur de Go qui faisait partie d'un club un peu sérieux de Go puis qui pratiquait avec des gens depuis quelques mois, quelques années, arrivait à battre les systèmes. Mais là, tout à coup, quand on a réussi à faire la percée, bien là maintenant, ces systèmes-là ont vraiment, et puis là, c'est difficile de mesurer jusqu'à quel point ils dépassent l'être humain parce qu'on n'a plus d'être humain pour comparer. Mais si on regarde le graphique, si vous voulez, si on regarde la version qui a été entraînée pendant 2 semaines plutôt qu'une semaine, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup supérieure à la version d'une semaine. Puis celle qui est entraînée pendant 3 semaines, elle est beaucoup, beaucoup supérieure à celle de 2 semaines. Donc, éventuellement, on dépasse l'aspect humain complètement. Cette semaine, c'est surtout les réseaux de neurones qui vont nous intéresser, parce que c'est avec les réseaux de neurones profonds qu'on va faire des miracles. Je m'excuse, ça arrive. Et donc, le neurone, c'est un objet mathématique, puis c'est un objet mathématique qui est non trivial. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si vous voulez étudier comment les processeurs font du calcul,
vous êtes capable d'aller jusqu'à des unités de calcul qui vont, par exemple, faire le ou entre deux valeurs binaires, le et entre deux valeurs binaires, ou la négation du et entre deux valeurs binaires. Ce sont vraiment des opérations élémentaires au niveau du calcul. Dans le cas du réseau de neurones, notre unité de calcul élémentaire, c'est le neurone au complet. Et le neurone au complet nécessite de faire un bon nombre de multiplications et une transformation non linéaire. Donc, notre unité de calcul, déjà, demande quand même pas mal de calculs. OK? Ce n'est pas nécessaire de faire ces calculs-là de façon excessivement précise parce que, étant donné que le système est un peu flou, vous allez avoir rarement beaucoup de sagesse qui va être encodée dans les derniers bits de précision de chacun des paramètres. Okay? Mais on utilise quand même des nombres réels, des multiplications et des additions qu'on calcule avec une précision raisonnable. Donc, on a notre réseau. On veut faire la classification. On comprend, même si on n'a pas vu de détails de la technique ou de la preuve, on comprend que si vous me donnez suffisamment de neurones, il est possible de les programmer pour accomplir n'importe quelle tâche. Mais contrairement à un langage comme, par exemple, Python, de haut niveau, relativement facile à programmer, c'est très difficile d'aller programmer chacun de ces paramètres-là de façon correcte. Et donc, l'apprentissage automatique, dans le contexte des réseaux de neurones, ça va être qu'on va choisir l'architecture, qu'on appelle un hyperparamètre, le nombre de neurones, le nombre de couches, le type de connexion. On pourrait étudier d'autres architectures. Ici, c'est un réseau de neurones qui est totalement connecté, une architecture la plus simple qui soit. Okay? Et là, ces paramètres-là devront être appris. Et c'est ça, toutes les approches en apprentissage automatique, on va avoir des paramètres, puis ces paramètres-là sont appris. Et révolution est finalement le début d'un domaine qui fonctionne bien. On invente une technique de rétropropagation du gradient. Et il y a eu des comparaisons qui ont été faites entre la machine et l'intelligence humaine qui peuvent un peu qui sont un peu trompeuses. Si on prend, par exemple, peut-être vous avez entendu parler de la Chinese Room, je pense que la chambre chinoise, cette idée que si vous avez quelqu'un enfermé dans une pièce qui suit un algorithme, il y a un gros cahier qui dit, bon, ben si je t'envoie telle instruction, va à telle page, c'est écrit, tu regardes le caractère à gauche, tu le compares avec celui à droite, s'il est plus gros, tu l'envoies dans la pile de droite. Bon, un algorithme, on lui explique quoi faire, puis on le nourrit avec des symboles en chinois, puis évidemment du mandarin, par exemple, et là, la personne comparée au mandarin, mais en suivant l'algorithme, va finir par faire un truc de question-réponse, puis avoir l'air d'un système intelligent. Et là, les gens disent, vous voyez, ça montre que ça n'a aucun sens. Comment quelqu'un enfermé dans une boîte pourrait avoir l'air de parler chinois? Vous voyez, c'est clair que cette personne-là ne parle pas chinois, c'est clair que cette personne-là n'a pas compris ce qui se passe. Mais la métaphore, elle est assez boiteuse parce que ce qui se passe, c'est que si on voulait avoir un algorithme de réseau de neurones avec 3-4 milliards de neurones, puis que cette personne-là faisait la simulation, l'interaction, ça se ferait au cours de millénaires et de centaines de millions d'années d'interaction à la vitesse humaine. Et donc, en faisant le changement d'échelle, on voit. Mais d'une certaine façon, si je regarde un neurone dans ma tête, il n'y a aucun des neurones dans ma tête qui parle français ou qui parle espagnol ou qui parle anglais. Okay? Et donc, c'est l'ensemble, la totalité qui fait une espèce de phénomène émergent. Alors, ça veut dire que peut-être que finalement, l'intelligence, c'est juste 1 milliard de fois quelque chose de bêtement stupide et bêtement simple. Okay? C'est tout à fait concevable qu'en changeant d'échelle, je veux dire, cette tasse de café-là, elle est composée d'atomes, puis il y en a juste 92 qui sont utilisables, mais c'est quand même plus compliqué que juste dire 92 atomes, mais n'empêche que c'est quand même juste des atomes de carbone, de métal, de fer, et puis c'est complètement différent de l'ordinateur qui est là. Okay? Quand on change d'échelle complètement, c'est sûr que les choses changent. Je suis comme Trump, je bois à 2 mains. Donc, ici, on a ici nos neurones qui sont
un peu stupide. Chacun de ces neurones-là est capable d'apprendre, si on le programme correctement, de reconnaître un certain patron. Okay? Et s'il reconnaît le patron, il va envoyer un signal qui est une valeur élevée. S'il reconnaît le contraire, il va envoyer, par exemple, un signal négatif qui est plus élevé ou quelque chose du genre. On a un système qui va faire un certain calcul par rapport à un patron et la sortie, elle est fonction du patron. Et là, il faut programmer chacune de ces connexions-là. Et l'apprentissage va se faire d'une façon très naïve. Okay? Ce qui va se passer, c'est que la descente de gradient avec les réseaux de neurones, c'est une idée très simple. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a réussi à réaliser ça de façon efficace. Mais le principe est vraiment très, très simple. Imaginez que j'utilise mes 60 000 données d'entraînement pour entraîner les fameux chiffres, le MNIST, là, 0 jusqu'à 9. Et là, imaginez aussi que j'ai un réseau déjà, bon, il marche un peu, mais il est vraiment mauvais, il est vraiment médiocre. Okay? J'ai vraiment un réseau, là, très mauvaise qualité, mais j'ai un point de départ, j'ai quelque chose pour commencer. Okay? Et là, ce réseau-là, évidemment, je peux évaluer, il faut faire ça de façon scientifique. Je peux évaluer c'est quoi la qualité du réseau. Comment je vais faire pour évaluer la qualité du réseau? Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la première image, je vais la rentrer dans le réseau, je vais calculer les sorties, et là, je vais regarder. Si c'est un 0, le signal est supposé être fort ici et faible là. Si c'est un 1, le signal est supposé être fort ici et faible, donc je peux calculer l'erreur. Okay? Si c'était supposé être un 3, bien, je devrais avoir ici, à 3, je devrais, bon, disons un 2, je devrais avoir ici 100% pour un 2, puis 0 partout ailleurs, par exemple. Ça dépend toujours si on va entre 0 et 1, entre 1 et moins 1. C'est tous des détails qui ne sont pas hyper importants au niveau de l'algorithme d'apprentissage, mais en pratique, il faut prendre ces décisions-là. Mais disons qu'ici, je suis entre 0 et 1, puis que 0, ça veut dire que ce n'est pas la bonne valeur, puis 1, ça veut dire que c'est la bonne valeur. Bien là, je peux calculer l'erreur. Je peux calculer l'erreur. Ici, je devrais avoir 1, puis j'ai 0,8. Donc, j'ai une erreur de 0,2. Et c'est excessivement important ici qu'on travaille avec des valeurs réelles, des nombres qui peuvent être modifiés légèrement, perturbés, améliorés, et non pas des valeurs discrètes comme 0, 1. Okay? Et là, on a 0,8, donc on a une erreur de 0,2. Et ici, on est supposé avoir 0, disons qu'on a 0,05. On a une erreur de 0,5. Et ici, ça peut être catastrophique. On pourrait avoir 95, par exemple. Et là, on a une grosse erreur. On a 0,95. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut additionner les erreurs, ici, et on va avoir une erreur totale, qui est la somme des 10 petites erreurs, pour un exemple en particulier. Bon, bien, ça, c'est la valeur ici, je l'écris. Avec le premier exemple d'entraînement, c'est un 2, okay, mon système dit que c'est un 9, mais il donne quand même 0,8 à 2. Ce n'est pas si pire, mais il n'est pas parfait. il est tellement pas parfait, même qu'il ne donne pas la bonne réponse. Mais il me répond quelque chose, okay, ça a du sens. Okay? Et donc là, je calcule l'erreur, puis là, j'ai l'erreur. Et là, je prends le deuxième exemple. Par exemple, c'est un 1. Et là, je me dis, bon, bien, je sais que ça doit être un 1. Ça fait partie de mes données d'apprentissage. C'est les données pour lesquelles, justement, je connais la bonne valeur. Et donc là, je vais l'évaluer dans mon réseau et je vais calculer l'erreur. Je devrais avoir un gros signal ici, puis pas de signal là-bas. Je regarde qu'est-ce que j'obtiens. Je le prends en note, je l'additionne et j'obtiens l'erreur pour le deuxième exemple. Et je peux, de cette façon-là, calculer l'erreur pour les 60 000 exemples. Et je pourrais soit calculer la somme de toutes les erreurs ou la moyenne, c'est exactement la même chose, c'est la même valeur, sauf que je la divise par le nombre d'exemplaires, mais je pourrais calculer l'erreur sur l'ensemble total d'entraînement. Ça, je pense que c'est assez raisonnable. Okay? Et le seul point important ici, c'est que je travaille avec un système qui me donne des valeurs continues. Et ça, c'est important. Même si le système était discret, je pourrais calculer l'erreur. Okay? Mais malheureusement, avec un système discret, où les valeurs, c'est 0 ou 1, ou un nombre entier, 1, 2, 3, 4, 5, on aurait de la difficulté à faire l'entraînement. Mais ici, on a des valeurs réelles parce que ici, on a des nombres en entrée qui peuvent être des valeurs réelles ou des nombres discrets, ça, c'est pas grave. Mais chaque neurone fait une somme, une combinaison linéaire, une valeur réelle qui sort, il y a une valeur réelle qui sort, et tout ça se calcule. Et à la fin, on peut calculer l'erreur moyenne du réseau ou l'erreur totale du réseau, c'est la même chose. Et qu'est-ce qu'on veut?
qu'est-ce qu'on veut? On veut que l'erreur soit la plus petite possible, finalement. Si l'erreur était de 0, ça voudrait dire que sur chacun des exemples, le signal est 0 partout, sauf à un endroit, le bon endroit, où le signal vaut 1. Donc, si on pouvait faire diminuer l'erreur à 0, on aurait, par définition, une solution au problème. On aurait un réseau qui ne se trompe jamais, en tout cas au moins sur les ensembles d'entraînement. OK? Donc, notre objectif, c'est d'amener à 0 l'erreur. Et ça va se faire avec un algorithme d'apprentissage. C'est-à-dire que tout ce qu'on a, nous, c'est on a choisi l'architecture. Maintenant, on va parler de l'algorithme d'apprentissage. Et l'algorithme d'apprentissage, il est basé sur un principe simple. En pratique, c'est un peu plus complexe. Mais pour le moment, on va se concentrer sur le principe. C'est quoi le principe mathématique qui fait qu'on peut faire du deep learning? Bien, c'est un principe qui dit que si je choisis, par exemple, un des 260 000 paramètres, parce que je vous l'ai dit, je ne me rappelle pas c'est quoi le chiffre exact, là, je pense que je l'indique plus tard, c'est quelque chose comme 264 200 paramètres. Il y a beaucoup de paramètres, même s'il y a juste 400 neurones. Bien, disons que j'en choisis un au hasard. Je choisis le paramètre du neurone 2 de la deuxième couche. Il y en a 100 ici. Je choisis le neurone 2 de la deuxième couche. Lui a 300 connexions, donc ce neurone-là a 300 paramètres. Je choisis le paramètre numéro 3. Ça, c'est M3 pour ce neurone-là. Et là, mettons que M3 vaut 0,17. OK? Bien, je le pousse un peu. Il valait 0,17, je le mets à 0,171. Je le pousse un peu. Peut-être 0,18, mais il ne faut pas exagérer. Là. On veut faire une petite modification un peu triviale, un peu naïve, un peu... Finalement, on ne prend pas le risque là, que ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, que notre système faisait, que ça soit bouleversé. On ne veut pas que ça soit bouleversé. On veut juste le perturber un petit peu. Donc, on va prendre cette connexion-là et on l'augmente un petit peu. Et là, en principe, on peut, en principe, recalculer, en fait, même en pratique, ça serait long, mais on peut recalculer maintenant de nouveau l'erreur en perturbant un peu cette connexion-là. Ça veut dire que sur chaque input, ici, la valeur a été perturbée. Cette valeur-là est perturbée. Elle est connectée sur ceux-là. Ceux-là sont perturbés. Ils sont perturbés. La réponse est perturbée. Au lieu d'être 0,82, ça va être 0,83. Au lieu d'être 0,1, ça va être 0,09, etc. On a perturbé le système. Et là, on va recalculer l'erreur de nouveau, complet, sur tous les exemples, de façon fastidieuse et bête. Et qu'est-ce qu'on obtient? L'erreur est très légèrement plus grande. En pratique, le réseau est aussi mauvais qu'avant, mais si on regarde de façon très précise, il n'est pas juste aussi mauvais qu'avant, il est légèrement pire. Ça ne paraît pas trop, mais il est très légèrement pire. Avec notre métrique, que quand on veut 1, 0,8, c'est mieux que 0,79. Puis quand on veut 0, 0,8, quand on veut 0, 0,08, c'est mieux que 0,09. Okay? Les petites différences, là, on en tient compte. OK? Mais là, si vous avez fait du calcul différentiel ou si vous avez un peu d'intuition, vous allez comprendre que si je fais une petite perturbation par là et que le résultat est mauvais, il faut à parier que si je fais une petite perturbation dans l'autre sens, puis que je recalcule que l'erreur va diminuer. Hein? Bon, ça, mathématiquement, c'est une réalité. Si la perturbation est assez petite, normalement, si on va d'un côté puis c'est pire, on va de l'autre côté, c'est mieux. En tout cas, à moins que vous soyez sur un point de sel, mais ce n'est pas des problèmes qu'on a en pratique avec les réseaux de neurones de ce type-là. Donc là, l'idée, c'est que la dérivée de ce paramètre-là, OK, par rapport à l'erreur, elle est négative. C'est-à-dire que si vous augmentez le paramètre, non, elle est positive. Si vous augmentez le paramètre, vous augmentez l'erreur. Si vous diminuez le paramètre, vous diminuez l'erreur. Mais ça marche juste si on fait une très légère perturbation. Donc, légère perturbation vers le bas, l'erreur diminue. Une légère perturbation vers le haut de ce paramètre-là, l'erreur augmente. Et c'est très, très, très coûteux ce que je viens de vous dire. Il faudrait recalculer sur l'ensemble de toutes les données pour obtenir la nouvelle erreur. Sauf que, à partir du moment où je sais que de le perturber un petit peu, c'est mieux qu'avant, je n'ai pas besoin de revenir en arrière avec le système d'avant. Je garde le nouveau système. Il n'y a pas un gros impact en pratique. Il est seulement très, 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 très légèrement meilleur. Mais bon, il est quand même meilleur, donc je peux le garder. Et là, si je pars de ce nouveau réseau-là, je pourrais, et là, je ne peux pas m'attaquer au même neurone parce que, bon, ça voudrait dire le perturber beaucoup, puis on ne veut pas embarquer là-dedans. Mais je pourrais choisir un autre
je n'ai pas de slide pour ça. Je pourrais choisir un autre neurone et un autre paramètre et faire la même chose et l'améliorer un peu. Et choisir un autre neurone et un autre paramètre et faire la même chose. Est-ce qu'il faut que je l'augmente ou je le diminue? Il faut que je le diminue. Parfait, je le diminue un peu. Je recommence, je calcule l'erreur. Un autre paramètre. Et là, j'ai 266 200 paramètres parce que j'ai 410 neurones et chaque neurone, si j'additionne toutes les connexions, ça me donne 266 200 connexions. Donc, si je voudrais les mettre à jour, tous, chacune de ces connexions-là, je pourrais le faire, mais il faudrait que 260 000 fois, je réévalue l'erreur sur toutes les données. OK? Et il se trouve que si je fais ça, le système, à chaque itération, va s'améliorer, l'erreur va diminuer, diminuer, diminuer. Et à un moment donné, je vais arriver sur, justement, là, un espèce de point où on ne peut plus rien changer pour améliorer le système. À la fin d'un certain nombre d'itérations, si on utilise l'approche naïve que je viens de présenter, ça pourrait être long en termes de temps de calcul parce que chaque itération nécessite de refaire une tonne de calcul. Mais au bout du compte, on va finalement se stabiliser vers une valeur où l'erreur, elle est la plus basse qu'on est capable d'atteindre. Après ça, dans n'importe quelle direction on se déplace, c'est pire. OK? Bon. Est-ce que ça marche, cette approche-là? Absolument. Si vous attaquez le système de classification des valeurs numériques comme ça ici, que vous appliquez exactement l'algorithme que je vous ai présenté là, vous avez un taux d'erreur de 3,1. OK? Exactement avec l'algorithme que je vous ai présenté. Je ne l'ai pas implémenté, l'algorithme que je viens de vous présenter, parce que c'est trop long en temps de calcul. OK? Mais l'algorithme qui est utilisé en pratique de rétropropagation, que vous allez voir plus en détail là, dans un autre module, cet algorithme-là, il fait exactement la même chose, mais de façon beaucoup plus efficace. C'est ça qui est intéressant. C'est ça la beauté de l'algorithme de rétropropagation. C'est que cet algorithme-là va fonctionner. Cet algorithme va fonctionner de la façon qu'on va calculer l'erreur et on va, en une seule passe, pouvoir calculer la dérivée des 266 000 paramètres. Donc, on va avoir une accélération de 260 000 fois. Parce qu'on n'aura pas besoin de les attaquer tout seul. On va tous les perturber un petit peu dans la bonne direction d'une shot. Puis en plus de ça, on s'est rendu compte qu'on n'a pas besoin de calculer l'erreur sur toutes les données. OK? Parce que si on calcule l'erreur sur toutes les données, on a l'erreur. That's it. Je veux dire, c'est la valeur, c'est ça l'erreur. Mais si je le calcule sur 150 données, qu'est-ce que j'ai? Une approximation de l'erreur. Ah, pourquoi pas? Bien, une approximation, des fois, c'est bon. OK? Il y a un compromis à faire. Est-ce que ça vaut la peine de calculer le gradient, calculer l'erreur sur toutes les données à chaque fois? Bien, si on le fait, ça marche. Mais il se trouve que si on prend des batches plus petites, si on calcule l'erreur avec moins bonne qualité, notre gradient, notre mise à jour, elle est moins bonne. Oui, mais elle est beaucoup plus rapide. Il se trouve qu'on est mieux d'updater 100 fois avec 10 exemples qu'une fois avec 1000 exemples. Ça prend le même temps, mais il se trouve que ça marche mieux. Et tout ça mis ensemble, ça fait qu'on a des algorithmes efficaces pour entraîner l'algorithme que je vous ai présenté. Celui que je vous ai présenté à la base, qui est le fondement mathématique, c'est qu'on va calculer qu'est-ce qui arrive si je perturbe un des paramètres. Comment je peux l'améliorer? Il faut que je l'augmente ou je le diminue. C'est juste ça qui est au cœur du deep learning. C'est juste ça qui est au cœur de la descente de gradient. Okay? Et ça fait que ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, on est capable, avec l'algorithme d'Intune et de d'autres personnes, d'entraîner ce système-là de façon efficace. Et on arrive assez rapidement, avec des machines conventionnelles aujourd'hui, avec un taux d'erreur de 3,1. Vous voyez que ce 3,1-là, il est moins bon que ce que j'avais avec les. Vous vous rappelez mon image où j'ai une projection, là, où je projette mes données là, avec un noyau? C'est légèrement moins bon. Ça, ici, c'est 3,1 d'erreur. On avait quelque chose comme 2 quelque chose là, avec l'autre technique. Et ça, c'est ce qui s'est passé avant le deep learning. Ça, c'est avant qu'on arrive à faire du deep learning. Bon, pourquoi on a ici 3,1 et pas une meilleure valeur? C'est juste que le réseau, il est trop petit, tout simplement. Okay, pour avoir des bons résultats, ça va nous prendre un réseau plus gros. Puis pas juste un réseau plus gros, peut-être utiliser des convolutions, ça pourrait aider pour que ça converge vers une bonne valeur. Mais ce qui se passe, c'est que avant
la révolution du deep learning, on n'était pas capable d'entraîner des réseaux qui étaient beaucoup plus profonds parce qu'on avait un problème d'initialisation du réseau à une valeur qui a de l'allure. Si on ne partait pas avec un bon réseau au départ, le réseau ne s'améliorerait pas. Mais au départ, on ne part jamais avec un bon réseau. On ne sait pas comment programmer le système. Puis le système ne s'améliorerait pas parce que quand vous faisiez une petite perturbation puis qu'il y a 50 couches d'épaisseur, la perturbation, finalement, on perd le compte à quelque part. Ça ne marchait pas, ça ne convergeait pas, le système n'apprenait pas. Et la deuxième révolution, c'est quand on a réussi à initialiser ces trucs-là correctement, entraîner ces trucs-là correctement, faire des petites modifications qui n'ont pas l'air d'être si importantes que ça, mais qui ont tout changé parce que maintenant, on peut faire cette descente de gradient-là sur des réseaux qui sont énormes. Et c'est ça le deep learning. Le taux d'erreur avec des réseaux contemporains, c'est quelque chose comme 0,2 je n'ai pas de slide qui le montre, mais 0,2 c'est parfait parce que des fois, il y a comme des 5. Là. Vous voyez celui-là ici? Là? Moi, je dirais que c'est un 3. T'sais. Bon, ça ne peut pas être parfait parce que ce qu'on appelle le ground truth, là, la vérité, les données d'entraînement ne sont pas parfaites. Elles sont pas mal bonnes, par exemple. Parce que ça, on a demandé à la personne d'écrire un 5, mais moi, je dirais que c'est un 3, mais bon, fait que le système ne peut pas être à 0. Okay? Mais ce n'est pas tout, ça. Parce que si vous entraînez le système avec un réseau de neurones, on va avoir un problème qui va se manifester, c'est que, en fait, dans bien des cas, on va réussir à entraîner le système justement avec une erreur de 0. OK? Ça contredit un peu ce que je viens de dire. Ici, c'est vraiment là, dans le concret, quand on l'utilise en pratique, c'est 3,1 d'erreur. Mais quand je calculais l'erreur ici, je calculais l'erreur seulement sur les données d'entraînement. Et ça, c'est vraiment différent. Et c'est pour ça que je vais vous parler du concept de surapprentissage. OK? Je voudrais illustrer le concept de surapprentissage avec un exemple de la vie de tous les jours. Okay? Vous savez qu'on utilise dans le monde scientifique la p-value pour décrire un phénomène, pour savoir si c'est statistiquement significatif. Et pour des raisons historiques que je déplore, on travaille normalement avec quelque chose comme 2 écarts types. Donc, on travaille grosso modo avec 95 de chances que ce qui explique nos données, ce n'est pas le fruit du hasard et la malchance, c'est vraiment parce qu'il y avait la corrélation qu'on a observée. 95 Quand ils ont détecté le boson de Higgs, je pense qu'ils ont utilisé 6 écarts types. Donc, eux, ils ont utilisé 99,999999999, je ne sais pas combien de 9, mais je pense qu'il y en avait une dizaine. Là. Et ça, c'est raisonnable. Mais 95 c'est problématique. Mais bon, on utilise 95 et justement, on peut illustrer une espèce de forme de surapprentissage avec ça. On pourrait se poser la question, est-ce que les jelly beans causent l'acné? Bon. Et puis finalement, on fait un test et puis on arrive que non, avec un p-value de 0,05, ce qui veut dire que quand on fait nos statistiques, l'hypothèse est rejetée et puis on a 95 d'être sûr qu'on l'a rejeté correctement. Bon, OK? Mais mettons que moi, je pense que vraiment, c'est pas bon, ça. Écoute, il y a quelque chose de pas bon dans les bonbons pour les enfants, puis on pousse le truc, puis là, on dit, je vais faire une étude plus approfondie. Et là, on regarde une quarantaine de types de jelly beans parce qu'on se dit, ils ne sont peut-être pas tous toxiques, mais moi, je pense qu'il doit y en avoir au moins 1 ou 2 couleurs là-dedans là, qui ne sont pas bonnes pour les jeunes. Et là, j'adore les jelly beans, soit dit en passant. C'est pour ça que j'ai choisi cet exemple-là. Et là, on fait l'étude et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient qu'effectivement, ici, on a un p-value, c'est clair, les jaunes sont toxiques. Ils donnent des boutons. Les bruns, je ne sais pas quoi aussi, puis ceux-là, là, à la cerise, là, ils sont démontrés, scientifiquement parlant, avec un p-value de 0,5 comme étant toxiques. Et là, la couverture du Times de 2016, Trump gagne, et puis A New Study Shows Jelly Bean Gives Pimples. Bon, c'est quoi le problème avec ça? Le problème avec ça, c'est que
j'ai 40 exemples ici. Et donc, une probabilité d'erreur de 5 si vous la répétez 40 fois, bien, elle va tout simplement se produire par hasard, tout simplement. Il n'y a pas de magie. Même si vraiment, il n'y a pas de connexion entre les deux. Bon, je ne sais pas, c'est un exemple que j'ai imaginé. Peut-être qu'en réalité, les bonbons donnent de l'acné, je ne sais pas. Mais ce qui se passe, c'est que, imaginons une expérience de pensée où il n'y en a pas de corrélation. Ce n'est pas vrai. Okay? On va quand même en trouver 3 qui marchent parce qu'à chaque fois, on a une chance sur 20 de se tromper, puis on essaye 40 fois. Si vous essayez 40 fois, puis vous avez une chance sur 20 à chaque fois, vous allez finir par tomber sur des exemples que par pure chance, vous avez le mauvais résultat. OK? Et c'est ça le problème avec l'apprentissage automatique, c'est que les algorithmes qui ont été développés sont extrêmement sensibles à ce genre de phénomène-là. OK? Et ce genre de phénomène-là, on appelle ça le surapprentissage. Ce qui se passe ici, si on fait une première étude comme ça, puis qu'on obtient qu'on a ces 3 corrélations-là, une chose qu'on pourrait faire, c'est, on a testé avec 500 jeunes d'une école, on pourrait prendre, c'était les élèves de première année, on peut prendre les élèves de première année d'une autre école similaire et recommencer l'expérience de nouveau. Et là, si on recommence l'expérience de nouveau, ça va être 3 autres qui vont être cotés, mais ces 3-là ne le seront plus. OK? Et donc là, finalement, en augmentant la taille de l'échantillon, éventuellement, on va arriver qu'il n'y en a aucun qui va être donné. Et au niveau des statistiques, bien, il faut juste tenir compte du fait qu'on répète, qu'on a des probabilités, puis tout ça. Et il faut faire les choses correctement. Et une chose qu'on enseigne en statistique, mais que malheureusement, les gens ne respectent pas, c'est que il faut faire attention, il ne faut pas chercher une hypothèse dans les données, il faut tester une hypothèse. Donc, il faut prendre une hypothèse et la tester de façon correcte. Mais avec du machine learning, justement, on fait exactement le contraire de ce que tous les statisticiens disent. On cherche une corrélation. On ne la connaît pas. On veut que le système la trouve. Donc, on dit au système, cherche. Comment on peut attaquer le problème du surapprentissage quand on dit à notre système de chercher, de chercher, de chercher? Bien, c'est un peu facile. Vous avez peut-être entendu parler, je ne sais pas, au niveau philosophique, il y a beaucoup de débats là, qui datent depuis l'Antiquité sur le phénomène de l'induction. Comment on peut conclure que ce qu'on a observé jusqu'à maintenant, comment je peux conclure que d'avoir vu le soleil se lever tous les jours, bon, qu'il va se lever encore demain? Comment on peut faire de l'induction? Okay? Et nous, on ne se casse pas la tête. On considère que on va apprendre avec une partie des données, puis on va vérifier avec une autre partie des données, excusez-moi, ici. OK? Mais on va choisir le 15 on va le choisir au hasard. Donc, notre domaine, le truc qu'on n'a pas encore testé, en fait, on va choisir l'ensemble des données au complet. On a, par exemple, 60 000 images avec MNIST. La réalité, c'est qu'avec MNIST, il y a, je pense, c'est 75 000 images, si je ne me trompe pas, parce qu'on apprend avec 60 000, mais on en a d'autres avec lesquelles on peut tester. Donc, on prend nos données au complet, on les divise en 2 parties. Okay? Une partie avec laquelle on fait l'apprentissage et une partie avec laquelle on teste le système. Okay? Et ce qui se passe, c'est que si on pousse le système très, 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 très fort ou si on pousse le système pas assez fort, on va avoir des mauvais résultats. Donc, imaginez qu'on a un système qui a très peu de capacité d'apprentissage, il y a seulement quelques neurones, seulement quelques paramètres, c'est tout petit. Bon, notre système va apprendre à séparer les données comme ça. Vous voyez, ce n'est pas très bon. Si, par contre, j'ai beaucoup trop de possibilités, beaucoup trop de paramètres, beaucoup trop de liberté, bon, on peut tout expliquer finalement. Le système va juste, il ne va jamais se tromper. Il va apprendre une fonction archi hyper compliquée qui s'adonne à fitter exactement avec les données que vous lui avez données. Mais c'est complètement farfelu, ça. Okay? C'est complètement farfelu. Ça apprend des erreurs. Non. Et donc, ici, on a un bon compromis. Qui est robuste, qui tient compte. Et qu'est-ce que je veux dire, un bon compromis, en fait? Ce n'est pas juste une notion intuitive que je lance comme ça, là, au hasard. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut entraîner le système 3 fois, par exemple, et on peut vérifier sur des données que le système n'a jamais vues comment il se comporte. Et ça, c'est vraiment un test là, indéniable. Vous testez votre système sur un jeu de données qu'il n'a jamais vu, et vous savez vraiment comment il se comporte. Et si le système se comporte moins bien, en fait, le système se comporte toujours moins bien, presque toujours. Quand le système se comporte moins bien, on va caractériser ça, on va dire, bon, le système a fait un peu de surapprentissage, c'est-à-dire qu'il a trop appris par cœur les données d'entraînement et il a perdu une espèce de capacité à généraliser.
Ici, on peut généraliser plus. Ici, c'est difficile parce que si vous avez un rond ici, il va dire qu'il est rouge. Tandis qu'ici, vous avez un rond, il va dire un point, il va dire que c'est un rond, il va dire qu'il est blanc. Et c'est raisonnable. OK? On pourrait penser que ces deux points-là ici, ce sont des erreurs, par exemple. OK? Et donc, ce qui se passe, c'est que notre système va avoir ce qu'on appelle une capacité. La capacité, ça peut être, par exemple, le nombre de paramètres qu'on a. Plus le système est compliqué, plus il peut apprendre des choses compliquées, plus il peut surapprendre. Si c'est des polynômes, on peut parler du degré du polynôme. On peut parler aussi de la complexité du système en général. On peut parler aussi du temps d'entraînement qu'on va donner, la tolérance aux erreurs et la régularisation. Et tout ça, ce que ça veut dire, c'est que quand on entraîne un système sur des données, OK, il faut faire attention de ne pas faire du surapprentissage. Un exemple historique amusant, ils avaient entraîné un petit réseau de neurones pour détecter des images de tanks dans des photos. C'était dans l'armée. C'était au début, au moment où il y avait une vague d'intelligence artificielle qui n'a pas décollé finalement. Et le système avait appris sur les données d'apprentissage avec des super bons résultats. Et là, les gens étaient impressionnés. Je pense qu'il y avait juste un neurone ou je ne sais pas. C'était vraiment un tout petit système de rien. Puis, comme par magie, le système avait appris à différencier les images vues par avion où il y avait des tanks dans la forêt puis celles où il n'y avait pas de tanks. OK? Et, mais finalement, quand ils ont allé plus loin puis tout ça, le système ne marchait absolument pas. Le système généralisait absolument pas. En réalité, le jeu de données n'était pas très représentatif. Et donc, les photos où il y avait, si je me souviens bien, les photos où il y avait des tanks, puis les photos où il n'y avait pas de tanks, il y avait une différence au niveau de la météo, il y avait une différence au niveau de l'éclairage. Et le système avait juste appris quelque chose de trivial sur les images, est-ce que l'image est claire ou foncée, puis c'est tout. Et il n'y avait aucune capacité de généralisation. Il avait appris par cœur une caractéristique totalement insignifiante des données. Le réseau de neurones n'a pas le goût de vous donner quelque chose de... Non, il veut juste que ça marche. Puis s'il se trouve que quand il y a un tank, c'est pâle, puis quand il n'y a pas de tank, c'est foncé, bien, il va apprendre à différencier pâle de foncé. Okay? Et donc, il faut avoir un jeu de données qui est représentatif et il faut faire attention. Quand on a un jeu de données qui est représentatif, le système peut apprendre quelque chose qui est finalement apprendre par cœur un truc par rapport à vos données, et ça, c'est important. Et ce qui va se passer avec les réseaux de neurones, c'est qu'on peut, en fait, on a un problème, c'est que là, on voudrait utiliser nos données pour savoir si on a trop appris. Mais là, c'est quoi nos données? Bon, on va les diviser en 3 plutôt. OK? Donc, si on divise nos données en 3 ensemble, là, on est en business. OK? Ça ici, c'est pour apprendre votre modèle. Et quand tout est fini, le contrat est fini, les gens ont été payés, OK? Les données sont là, le système est implémenté, OK? On ne peut plus rien changer. On va le tester sur des données fraîches qui n'ont jamais été vues par le système. Puis là, on va savoir ce qu'il vaut. OK? Donc, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais en théorie, l'ensemble de tests, vous prenez vos 100 exemples, ou plutôt vos 100 000 exemples, vous en mettez au hasard 70 000 ici, 15 000 ici et 15 000 ici, par exemple. On peut faire varier ces valeurs-là. Ce n'est pas excessivement grave ou important, mais on va diviser l'ensemble en 3. Indépendamment de comment on divise l'ensemble, on va avoir différentes caractéristiques statistiques de fiabilité, puis etc. Mais c'est toujours le même principe. On garde la majorité pour apprendre, quand on est capable, et on va tester à la fin, une fois que tout est terminé avec l'ensemble test qui, ici, va nous permettre d'évaluer la fiabilité du système. Et là, on n'a pas de problème d'induction parce que ces exemples-là ont été choisis au hasard parmi tous les exemples. Donc, ils représentent vraiment la distribution correctement. OK? Ils devraient se comporter de la même façon que les autres exemples parce qu'ils ont été choisis aléatoirement. Et c'est quoi ça ici, validation? Bon, validation, c'est parce que les systèmes qu'on utilise sont imparfaits et on a un problème de surapprentissage. Et ce qui se passe, c'est que si vous entraînez, si vous trichez la règle, disons que j'entraîne mon réseau de neurones, OK? Puis là, je l'entraîne, puis l'erreur diminue. Et l'erreur ne va jamais augmenter. Par définition, votre réseau de neurones, il diminue l'erreur. Il peut juste bloquer puis plus la diminuer, mais il ne pourra jamais l'augmenter. L'erreur, elle va toujours diminuer. Donc là, vous entraînez votre système et vous dites « Ah, c'est cool, ça va bien. » L'erreur est rendue presque à zéro. OK? Mais admettons qu'on triche, puis que je prends les données de test, puis que, bon, j'entraîne mon système pendant 15 minutes, puis là, je vois qu'il est rendu là. Je l'essaye sur les données de test. Ah ah!
Il est moins bon sur les données de test, mais bon. Un autre 15 minutes, je lance les données de test aussi. L'erreur a diminué aussi. L'erreur diminue, l'erreur diminue, l'erreur diminue. Sauf qu'à un moment donné, mes données d'entraînement, le système va finir par les apprendre par cœur. Le système va finir par finalement dépasser sa capacité. Et là, ce qu'on va avoir, c'est que quand j'expérimente sur les données de test, le système devient de moins en moins bon. Okay? Et c'est le genre de courbe tout à fait typique avec des trucs de réseau de neurones. Quand vous allez pousser le système, ça c'est pousser le système, augmenter le degré, augmenter le temps de calcul, augmenter le nombre de neurones, augmenter la capacité. Vous poussez le système pour qu'il soit le meilleur possible, le plus intelligent, soit avec du temps, soit avec des ressources, soit avec de l'énergie, soit avec de la complexité, mais vous poussez le système. Bien, systématiquement, vous allez toujours avoir un truc du genre, oui, si vous poussez le système, ça s'améliore en apparence. Mais en réalité, ça finit par diminuer et se mettre à aller de plus en plus mal. OK? Bon, mais là, on a un problème, c'est qu'on vient d'utiliser nos données de test. On n'est pas supposé, parce que le produit final, je vous l'ai dit, là, à la fin, quand on évalue le système, là, les données de test, on n'a pas le droit d'y avoir touché. Parce que sinon, on va corrompre notre jugement à partir de... Ça devient un raisonnement circulaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va juste avoir 3 ensembles. L'ensemble de validation ici, il sert à apprendre. Pourquoi? Parce qu'il nous donne du feedback sur notre réseau. On va utiliser l'ensemble de validation pour voir si on n'aurait pas commencé à avoir du surapprentissage. Et donc, on va s'arrêter ici. Mais on va s'arrêter ici avec les données de validation. On continue, mais on va choisir les paramètres ici. Et donc, ces paramètres-là ont été choisis en fonction de l'ensemble d'apprentissage et de l'ensemble de validation. L'ensemble de validation ne sert pas à l'apprentissage, il nous sert à évaluer l'erreur. Mais comme on l'utilise pour prendre notre décision finale, on prend un 3e ensemble. Une fois que c'est complètement terminé, on prend un 3e ensemble qui avait été choisi au départ. Et là, on va vraiment évaluer la qualité du système. Et en pratique, on va avoir quelque chose qui est proche de ça ici, mais peut-être un petit peu pire. Mais assez proche, souvent. OK? Et ça, c'est la bonne approche au niveau de test, validation et apprentissage. Pardon? Parce que ce qui se passe, c'est que si, quand vous évaluez le réseau ici, OK, il y a comme du bruit. Ce n'est pas parfait, ça. C'est un phénomène qui est statistique. OK? Et vous n'allez pas choisir quelque chose qui a du bon sens, vous allez carrément prendre le minimum. OK? Donc ici, vous allez carrément prendre le minimum. Parmi toutes les évaluations que vous faites, vous prenez le minimum. OK? Bon, toutes les évaluations que vous faites ont des erreurs. Mais là, vous faites exprès, vous prenez le minimum. Hein? Si la réalité, c'est 0,7, puis vous tirez au hasard 50 fois, à un moment donné, il y en a un qui va tirer 0,5. Mais si vous prenez le minimum, vous allez prendre 0,5. Il y a toujours un problème à prendre le minimum. Vous utilisez les données que vous avez. Donc, on utilise les données pour entraîner, mais après ça, pour décider, vous prenez ces données-là aussi, puis vous choisissez le minimum. Mais choisir le minimum, ça va amplifier l'erreur. Parce qu'encore une fois, si toutes les valeurs devraient être 0,5, vous avez 0,53, 0,54, 0,49, 0,51. Là, vous choisissez le minimum. Vous allez dire, c'est 0,45. Non, vous avez pris le minimum d'une distribution statistique qui se promène autour de la moyenne. Et donc, c'est un phénomène comme ça que vous avez ici. Donc, c'est possible que ça soit légèrement pire quand vous allez l'appliquer à cause du fait que vous avez choisi le minimum de cette courbe-là. Et le minimum, c'était peut-être celui-là ici et non pas celui-là ici. Ce n'est pas exactement précis. Mais c'est une bonne question. Est-ce que c'est clair? C'est important sur apprentissage. Je pourrais peut-être répondre à une ou deux questions. Oui? Non, ce n'est pas inévitable. Il y a des systèmes qui sont vraiment... il y a des systèmes qui ont une certaine robustesse. Mais au niveau des réseaux de neurones, c'est ça. C'est ce que tu vois là, c'est ça. C'est vraiment toujours comme ça. Là. On a toujours pas mal du surapprentissage. Mais c'est possible. Si vous avez, par exemple, une infinité de données,
C'est ce que vous avez, c'est littéralement une infinité de données. OK? Et donc, quand vous allez entraîner votre système, le système ne voit jamais 2 fois la même image. Alors là, vous ne pouvez pas avoir de surapprentissage, par exemple. OK? Ici, on a du surapprentissage parce qu'on a 1 million d'images, qu'on étudie une première batch, qu'on étudie une deuxième batch, qu'on étudie une troisième batch. On répète. Et donc là, le système va finir par chercher quelque chose dans ces données-là qui n'existe pas. Mais si vous aviez une infinité de données, vous apprenez jusqu'à temps que vous soyez content, vous arrêtez, puis là, ben, les prochaines données vont se comporter exactement de la même façon, il n'y a pas de problème. Oui? D'autres questions? C'est un sujet important. Oui? Oui, dans le fond, dans les 3 catégories qu'il y avait avant, où rentre et où peut rentrer le data augmentation? Ça dépend exactement de ce que tu veux dire, mais si on peut essayer d'augmenter nos données en les combinant, en faisant des perturbations, en faisant toutes sortes de trucs, OK? Et là, ça ne fit pas exactement dans ce que je vous ai présenté là aujourd'hui. Mais c'est certain que plus vous avez de données, mieux c'est. Et des fois, il y a des trucs qu'on peut utiliser pour utiliser les données de façon plus intelligente. Je parlais avec un étudiant aujourd'hui, puis je lui dis, on prenait une fenêtre sur du texte. On prend une fenêtre sur du texte, et donc, une fois qu'on a passé à travers tout notre document, on a mis la fenêtre, mettons, 1 million de caractères, une fenêtre de taille 100, donc j'ai 10 000 fois la fenêtre. Mais là, ce n'est pas assez pour apprendre, il faut répéter, répéter, répéter. Fait que là, ce que je lui ai proposé, c'est plutôt que de mettre la fenêtre toujours à la même place, la décaler un peu pour qu'il y ait des légères perturbations par rapport aux données. Il y a des choses qu'on peut faire pour essayer d'améliorer notre vie. Il y a aussi des systèmes, là on dépasse vraiment le cadre en ce moment, mais on peut aussi avoir des systèmes qui sont semi-supervisés. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que le gros problème, c'est les données. On n'a pas assez de données. Je pense que la question qui m'a été posée tout à l'heure, c'était une belle opportunité. Si vous avez une infinité de données, vous n'avez pas de surapprentissage et vous allez attaquer à peu près n'importe quel problème avec succès. OK? Mais bon, en pratique, on n'a pas une infinité de données. Mais on peut avoir des contextes où on a une infinité de données sans étiquette. Donc, on aurait une infinité de photos de chats et de chiens, puis 100 photos de chats, puis 100 photos de chiens. Puis les autres photos, ils n'ont pas d'étiquette. On ne sait pas si c'est des chats ou des chiens, mais ils viennent de la même distribution. Et ça, c'est des techniques d'apprentissage semi-supervisé, puis je n'en parlerai pas plus que vous mentionnez que même des données pas étiquetées, ça peut aider. Même si les données ne contiennent pas la bonne réponse, ça peut aider. Il y a quand même des limites à ce qu'on peut faire. Si vous avez un seul exemple de chat et un seul exemple de chien, ça va être difficile. Mais si vous avez 1 millier de chats, 1 millier de chiens, choisis au hasard dans votre distribution avec la bonne étiquette, puis vous avez 1 milliard d'images de chats et de chiens avec la même distribution, mais sans aucune étiquette, bien, ce milliard d'images-là va vous aider à résoudre votre problème. Mais je n'ai pas présenté aucun concept jusqu'à maintenant qui vous permet de voir comment on pourrait faire ça. C'est bon? Alors, au début, on avait un réseau de neurones avec 410 neurones. Ça change tellement vite là, que je ne pourrais pas vous dire, là, un réseau populaire peut avoir des millions de connexions, des millions de paramètres, des milliards de paramètres, vraiment. Certains des réseaux sont énormes. On a toutes sortes de trucs pour aider ces réseaux-là. On appelle ça, par exemple, des trucs de régularisation. C'est-à-dire que des fois, on peut encadrer notre système pour lui donner une certaine cohérence. Par exemple, dans le cas des images, votre réseau est très profond, donc on pourrait penser que la première couche va aller chercher des trucs assez basiques, là, comme des changements brusques de couleur, des taches, des coins, des lignes. Okay? Puis effectivement, on observe que les neurones les plus bas cherchent ce genre de trucs-là. Mais si on entraîne un réseau où tous les neurones sont connectés un peu sur tout, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que la première couche, si vous regardez le coin ici de l'image, puis vous voyez une barre, vous allez, c'est bien, mais si vous êtes ici un peu plus bas dans l'image, vous voyez une barre, finalement, on se rend compte qu'au premier niveau, tout le monde cherche la même chose et on peut utiliser un phénomène géographique de localisation dans l'image. Ils appellent ça des convolutions. On va utiliser le fait
au début, on cherche juste des patrons, puis qu'on soit n'importe où dans l'image, on cherche la même chose. Donc, plutôt que d'avoir 50 000 paramètres, 50 000 paramètres, 50 000 paramètres, ça s'additionne, ça fait plein de paramètres, ça fait full capacité. Non, 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 on va être cohérent. Premier niveau, tous les patrons sont répétés et tout le monde partage les mêmes paramètres. Ce sont des trucs qui vont faire qu'on va avoir moins de paramètres. Mais quand même, au total, on va avoir beaucoup de puissance de calcul, beaucoup de paramètres. C'est des réseaux qui sont assez gros et on peut même se demander où est-ce qu'on en est par rapport au cerveau humain. Et on se rapproche. On se rapproche parce qu'un cerveau humain, c'est 80 000, bon, ça dépend, 80 milliards, 90 milliards, 100 milliards. Ça dépend de la source auquel vous regardez. Puis je fais toujours la blague, ça dépend à qui. Non, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de variation par rapport au nombre de neurones d'un individu à l'autre. Comment on calcule la puissance de calcul? Comment on calcule la puissance de calcul? Comment on évalue la puissance de calcul? Eh bien, le standard depuis déjà les années 60, c'est de compter le nombre de multiplications par seconde. Au niveau informatique, le nombre d'opérations arithmétiques, mais finalement, on compte le nombre de multiplications à virgule flottante par seconde. Ça s'appelle un flop. Ouais, c'est en anglais, je m'excuse. Ouais, j'ai la traduction. Donc, les flops, le nombre de multiplications par seconde. Et l'année passée, on pouvait avoir, je n'ai pas mis à jour les prix. L'année passée, pour 400 $, vous aviez un processeur qui est légèrement parallèle avec 90 gigaflops. Donc, un kiloflop, c'est 1000 opérations par seconde. Un mégaflop, c'est 1000 fois 1000, c'est 1 million d'opérations par seconde. Et un gigaflop, c'est 1000 fois 1000 fois 1000, donc c'est 90 milliards d'opérations par seconde. Okay? 90 milliards d'opérations en point flottant par seconde si le système est capable de fonctionner là, à pleine capacité. Okay? Les cartes graphiques sont beaucoup plus puissantes. On peut utiliser des cartes graphiques. Celle-là, c'est plus une carte graphique pour la réalité virtuelle, mais il y a des cartes graphiques là, qui sont utilisées pour le calcul au niveau de... Il y a des GPU qui sont utilisés évidemment pour le deep learning. Mais là, ici, on a 10 teraflops. Donc là, ici, on a 10 000 milliards d'opérations par seconde et ça coûte 900 $. Et pour un facteur 1000 de plus, donc 90 millions de milliards d'opérations par seconde, on passe à une valeur plus élevée, 520 millions. Mais ça va vite. Okay? Et donc, ça, c'est 90 millions de milliards d'opérations par seconde. Donc, c'est 90 millions d'appareils qui font 1 milliard d'opérations par seconde. Okay? C'est puissant. D'une certaine façon, il y a juste un facteur 1000 ici. Donc, on voit que déjà, ça, c'est puissant. Okay? Et ce qui se passe, c'est que vous entendez parler de la loi de Moore, mais des fois, c'est un peu difficile d'apprécier. Souvent, ils vont parler de la loi de Moore en termes de... Toujours, ils vont parler de la loi de Moore en termes du nombre de transistors, au niveau de la surface, bon, puis tout ça. Ce n'est pas toujours intuitif. Mais on peut faire un calcul qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus intuitif. Si vous prenez la puissance de l'ordinateur le plus puissant au monde, okay, vous les voyez ici à travers le temps. Le Top 500, il y a un site web, il y a un organisme qui s'occupe de vérifier c'est quoi les 500 ordinateurs les plus puissants sur la planète. Okay? Puis ça, c'est le top, le numéro 1. Ça, c'est sa puissance à travers le temps. Ils ont commencé en 1994 et le graphique que je vous montre s'arrête en 2016. Okay? Et là, on voit le top, des fois, il y a des petits sauts. Okay? Parce que des super ordinateurs, on n'en construit pas à chaque mois. Okay? Mais on voit qu'il y a une tendance assez claire. Okay? Et pour voir la tendance de façon plus claire, on peut additionner les 500. Si vous additionnez les 500 ordinateurs, donc si vous dites, moi, je me paye les 500 ordinateurs les plus puissants de la planète pour faire du calcul, eh bien, voici la puissance de calcul que vous avez à travers le temps. C'est une ligne droite. C'est une ligne droite. Et ça, c'est le 500e. C'est aussi une ligne droite. Okay? Bon, c'est une ligne droite, mais le graphe ici, évidemment, est exponentiel. Donc, ce qui se passe, c'est un graphique logarithmique. Ce qui se passe, c'est que c'est super facile. Si vous reculez jusqu'à 1964, en fait, si vous reculez jusqu'à peu près 1960, puis que vous montez jusqu'à 2018, c'est super facile. C'est x2 à chaque année en termes de nombre d'opérations par seconde, tout simplement. Okay? C'est presque exact. C'est un facteur 1000 par décennie.
Donc, à chaque décennie, la machine la plus puissante au monde, statistiquement parlant, était 1000 fois plus puissante, depuis la fin des années 60. OK? Depuis la fin des années 60, le graphique, là, il est super stable. Ce que ça veut dire, c'est que ça, c'est la première conférence que j'ai donnée en 1995. J'utilisais des transparents, un truc en plastique, là, transparent, des slides. Et j'avais 2 projecteurs. C'était super high-tech. C'était une grosse conférence. Et voilà, je ne faisais pas de la recherche en intelligence artificielle. C'est quelque chose qui m'intéressait, mais il n'y avait rien de vraiment super passionnant dans la communauté, je trouvais, à ce moment-là. J'ai décidé de faire de l'info quantique. Mais l'idée, c'est que, admettons que j'aurais voulu faire, admettons que je fais du calcul aujourd'hui. D'ailleurs, il a fallu que je le mette à jour, hein, parce que l'année passée, ici, c'était, l'année passée, ce que j'avais ici, c'était 2 mois. Puis ce que j'avais ici, non, c'était 1 mois, puis ici, c'était 2,5 millénaires. Excusez-moi, 5 millénaires. Ça change d'une fois à l'autre. Donc là, ce qui me prend 1 seconde aujourd'hui m'aurait pris 4 mois. Donc, 4 mois, ça veut dire qu'il faut que tu sois sûr de ton affaire. Tu ne peux pas faire des expériences interactives à 4 mois. Tu ne peux pas essayer, je vais essayer avec le paramètre comme ça, voir qu'est-ce que ça donne au niveau expérimental sur mon jeu de données. Bon, il y en a, tu ne peux pas, OK? Et ce que je fais aujourd'hui qui prend du temps, souvent, on va lancer une simulation. Je parle d'une nuit parce que si je le fais sur ma machine à moi, je vais le faire pendant la nuit pour pas que ça me dérange. Et là, je vais avoir un calcul qui va être fait. Ça m'aurait pris 10 millénaires. Ça fait une grosse différence en termes de puissance de calcul. Ça fait vraiment une grosse différence. OK? Ça ne paraît pas beaucoup parce que les traitements de texte ressemblent aux traitements de texte et puis les choses ressemblent, les jeux sont plus impressionnants, mais on avait du fun quand même à l'époque. Mais ça fait une grosse différence au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, la grosse différence au niveau de l'intelligence artificielle, c'est que dans les 20 dernières années, on a 1 million de fois plus de puissance de calcul. On a une quantité astronomique de données pleines de richesses. Et on a découvert des algorithmes puissants qui permettent d'apprendre. Et si vous mettez ces 3 choses-là ensemble, wow, on ne sait pas là, où la technologie va nous mener. Et si on veut comparer avec le cerveau humain a à peu près 1,4 kg, à peu près 90 milliards de neurones. Je ne sais pas c'est quoi le nombre de connexions moyennes, mais j'ai lu à plusieurs endroits différents qu'on peut penser que jusqu'à peu près 10 000 connexions. Ça dépend des régions du cerveau. Il y a des régions, en tout cas, il y a des trucs spécialisés. Tous les neurones ne sont pas tous égaux et tous pareils. C'est comme un peu compliqué. Mais là, l'exemple que je vais vous donner ici, c'est plus un exemple pour nous faire réfléchir qu'un exemple pour nous donner un point final scientifique avec un vrai chiffre. C'est une expérience que je fais avec vous pour vous faire une comparaison d'échelle. Et donc, si on regarde le cerveau, on a 10 millions de connexions, 90 milliards de neurones, et ça va, 100 Hertz, c'est beaucoup. Le neurone, il ne va pas changer de comportement, envoyer un signal là, 10 000 fois par seconde comme un processeur ou 10 milliards de fois par seconde. C'est à peu près 100 Hertz. Et donc, si on veut simuler un cerveau, il faut simuler. Bon, là, j'ai un chiffre plus précis. Là, 86 milliards de neurones, c'est le chiffre le plus précis que j'ai trouvé. 10 000 connexions, c'est une borne supérieure. 100 Hz, c'est une borne supérieure. Donc, il faut simuler 86 pétaconnexions. Un péta, c'est 1000 téras, qui sont 1000 gigas, qui sont 1000 mégas, qui sont 1000 kilos, qui sont 1000. OK? Donc, c'est 86 millions de milliards d'opérations. Et si chaque connexion, là, la connexion ne peut pas être hyper compliquée, c'est un signal électrique qui passe, OK, il peut être plus gros, il peut être plus petit, mais c'est comme, bon. Et là, si ça prend 12 opérations arithmétiques pour calculer chacune de ces 10 000 connexions-là, pour chacun des neurones, pour chacune des étapes de temps, bien, on arrive à un chiffre rond, comme par magie, 1 hexaflop. Bon, on arrive à ça parce que j'ai choisi 12 pour que ça marche, là. C'est toujours ça que les gens font. Hein? Il faut pas. Sauf que moi, je vous le dis, je suis honnête. Là. Donc, j'ai choisi 12 pour que ça marche. Et là, on arrive à 1 hexaflop. OK? Et 1 hexaflop, c'est. Oups. 1 hexaflop, c'est en fait dans quelques mois. Là. C'est prévu à 4 places sur la planète là, depuis longtemps. Ça prend du temps à les construire, ces monstres-là. Et il n'y a pas de problème. L'hexaflop arrive bientôt. C'est prévu. Même si on n'arrive plus à rapetisser les transistors,
de beaucoup. Ce n'est pas grave, il y a encore du chemin en masse pour progresser encore longtemps. OK? Et donc, ce que ça veut dire, c'est que si on fait une simulation par la force brute, une simulation par la force brute du cerveau pourra être faite, probablement, très bientôt, si ce n'est pas déjà le cas, parce que j'ai surestimé beaucoup des paramètres ici. OK? Bon, on ne connaît pas l'architecture exacte du cerveau, on ne connaît pas les connexions, etc. C'est compliqué, mais le code génétique, c'est relativement petit en termes de données. Quand j'étais jeune, je trouvais ça énorme parce que ça ne rentrait pas dans mon ordinateur. Le code génétique, ça ne rentrait pas sur mon disque dur. Okay? Mais là, aujourd'hui, je pourrais en mettre des milliers dans mon téléphone. Surtout parce que, comme ils sont tous à peu près pareils, on ne code pas le code génétique au complet, on code juste les petites modifications. On est presque identiques les uns des autres, même si au niveau de l'apparence, on a l'impression que ce n'est pas le cas. Et là, ce que je veux dire par là, c'est que même si le cerveau a 90 milliards de neurones et tout ça, même s'il y a des milliards de connexions, ce n'est pas arbitrairement complexe parce que le programme qui produit le cerveau, il est tout petit. Okay? Par exemple, la différence entre un chimpanzé et un humain, c'est, je pense, c'est 2 du code génétique. Il y a quand même une bonne différence au niveau de l'intelligence d'habitude, mais visiblement, ce n'est pas codé. Ça ne demande pas un programme énormément complexe pour programmer ces connexions-là. Donc, ça ne peut pas être d'une complexité arbitraire. Mais un argument que je n'ai pas rajouté, peut-être que je mettrai ça l'année prochaine, qui est plus convaincant, c'est que le cortex visuel, la partie du cerveau qui reconnaît vos proches, qui reconnaît les objets, qui reconnaît le danger. Là, je ne parle pas de la partie là, qui porte un jugement par rapport à la mode du chapeau. Non, non, mais juste la partie basic, là, celle qui voit, reconnaît un objet, le mouvement, ces choses-là. Mais quand même, on fait la différence entre un chat et un chien, on fait la différence entre une voiture de police et une voiture de gangster ou je ne sais pas quoi. Mais bon, on a quelque chose qui est très, très, très basic, qui nous arrive déjà calculé, avec lequel notre conscience là, réussit à faire quelque chose d'intéressant. Hein? Toute une partie automatique qui est calculée. Bon, mais cette partie-là automatique qui est calculée, en fait, c'est une partie significative du cerveau, genre 5 et vous pouvez faire rouler ça sur un laptop. Donc, si vous pouvez faire rouler ça sur un laptop, cette partie-là du cerveau qui est 5 ça voudrait dire que 20 laptops, c'est assez pour faire rouler un cerveau complet. Fait que ça montre que l'évaluation que j'ai faite là, c'était une évaluation très naïve. C'est vraiment pas une bonne idée si vous voulez, par exemple, passer d'un programme qui est sur un Mac puis le mettre sur un PC. Vous n'allez pas simuler le Mac atome par atome, puis connexion par connexion. OK? Vous allez reprogrammer le système dans le langage qui est placé dans le Mac pour le système d'exploitation du Mac. Vous n'allez pas simuler le Mac. Donc, si on veut atteindre l'intelligence artificielle, on n'a pas nécessairement besoin de simuler un cerveau. On peut attaquer le problème directement et ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup moins coûteux que de simuler un cerveau qu'on ne comprend pas très bien. Et là, si j'ai bien compris, il reste du temps. Je voudrais vous dire, je pense qu'il n'y a pas de section de prévu pour parler des impacts de l'intelligence artificielle sur la société, si je ne me trompe pas. Il y a quelqu'un qui peut me confirmer ça, qui connaît l'horaire? Non. Donc, je voudrais juste que vous sachiez la chose suivante, c'est-à-dire que les découvertes en intelligence artificielle, il y a des gens qui ont peur là, qu'on se dirige vers Terminator, le robot tueur ou des choses comme ça. D'ailleurs, parlant de robot tueur, un des hauts placés en France était là pour donner une conférence la semaine passée. C'était intéressant. Il parlait justement là, des discussions qu'il y a à l'ONU sur les robots autonomes qui pourraient décider de faire exploser un tank ou de tuer quelqu'un ou des choses comme ça. Mais bon, ça, c'est souvent ce qui paraît. Les gens ont peur de Terminator, les gens ont peur du robot intelligent qui prend le contrôle et qui annihile l'espèce humaine. Moi qui connais le domaine, je n'ai pas trop d'inquiétude par rapport à ça. Mais ce que les gens ignorent, c'est qu'il y a beaucoup de petits problèmes très concrets, assez sérieux, auxquels on fait face avec ces systèmes-là. Par exemple, je vous disais que parfois, il y a des gens qui vont choisir des systèmes qui sont moins bons, tout simplement parce qu'ils comprennent la réponse qui est donnée par le système. Okay? Et donc, si on vous refuse une hypothèque, peut-être que vous avez le droit qu'on vous dise pourquoi. Ça peut faire partie des droits qu'une personne a. Pas juste le réseau de neurones a dit non. Okay? Est-ce que c'est un problème insoluble? Non. On ne parle pas de l'anéantissement de la planète, là.
mais c'est quand même un problème. Ensuite de ça, on peut avoir un système qui va faire de la discrimination, tout simplement parce qu'il a été entraîné sur des données qui étaient déjà pleines de discrimination. OK? Ou peut-être parce que, pour d'autres raisons. Alors là, vous allez dire, ben non, mais moi, j'entraîne mon système pour être le meilleur possible. Donc, s'il est le meilleur possible, il n'y a pas de problème. Oui, il peut y avoir un problème. Même si votre système est parfait, ne fait pas d'erreur, il pourrait tout simplement ne pas respecter les lois, tout simplement parce que les données sur lesquelles vous l'avez entraîné l'ont amené à avoir ce comportement-là. Ça aussi, c'est un problème. Ce n'est pas insoluble. On travaille sur ces choses-là aussi. OK? Une autre chose qui peut être inquiétante, c'est qu'on est capable de faire des faux trucs, comme un faux président qui parle, une fausse photo, faire sourire quelqu'un qui ne souriait pas, faire parler quelqu'un qui ne parlait pas, faire parler quelqu'un avec la voix de quelqu'un d'autre. Il y a une équipe à Montréal qui fait ça, c'est inquiétant. Tu dis quelque chose, puis c'est quelqu'un d'autre qui le dit. Je veux dire, la même voix, c'est indétectable. Donc là, on vit dans une société en ce moment où on a une certaine inquiétude. Il y a quand même un certain malaise au niveau planétaire par rapport à l'information et la désinformation. Le problème, il est pire aujourd'hui parce que c'est tellement facile de répandre de l'information que ça devient aussi tellement facile de répandre de la fausse information. Puis là aussi, des systèmes intelligents peuvent poser des problèmes. On peut penser, par exemple, que si on peut produire du faux contenu qui a l'air vrai, c'est encore plus facile de transmettre de la fausse information. Une autre chose aussi, les algorithmes d'apprentissage automatique nous rendent des services extraordinaires. OK? Moi, j'aime ça. Moi, j'ai décidé par choix de donner toutes mes informations sur le réseau, d'expérimenter toutes ces choses-là pour comprendre, pour connaître l'impact que ça va avoir sur ma vie. Mais des fois, c'est impressionnant de voir comment les systèmes automatiques vont nous proposer des choses qui sont exactement tout à fait appropriées. Tu arrives dans ta voiture, le système intelligent te dit « Est-ce que tu veux aller à telle place? » C'est drôle, je l'avais mis dans mon agenda, mais il s'en est rendu compte, donc effectivement, il me propose cette adresse-là. Donc, toute cette connaissance-là que les systèmes peuvent apprendre sur nous, toutes ces données-là qui sont partagées, même si ça fait peur, ça peut quand même être extraordinaire en termes de service que ça va nous rendre. Parce que, effectivement, s'il me propose la bonne chose, j'appuie sur le bouton, puis j'y vais, puis je suis content, puis c'est correct. OK? Le problème, c'est que ces systèmes-là peuvent nous connaître dans bien des cas mieux que nous-mêmes. Et moi, ça me fait peur l'idée que des gens mal intentionnés se servent de ça pour nous convaincre de faire des choses. Ça peut être banal, comme acheter des produits dont on n'a pas besoin, mais qui trouvent, au lieu de trouver la corde sensible de la société québécoise, parce qu'au niveau des agences de publicité, c'est ça qu'ils font. Là. Ils envoient un message sur toute la province de Québec, donc ils vont dire à la compagnie américaine, « Oui, mais nous, on est Québécois, on connaît la corde sensible du peuple québécois, par exemple. Et donc, votre publicité, si vous utilisez tel symbole, va être plus convaincant. » Si vous avez un système intelligent, il va vous dire, « Joe, là, qui reste là-bas, là, sa corde sensible à lui, c'est ça. » Puis là, ça peut être problématique si c'est utilisé de façon mal intentionnée. Mais ça aussi, il y a des gens qui s'intéressent, qui s'interrogent sur ces choses-là. Et c'est quelque chose qu'on va discuter, là, que la société est en train de discuter. Et je voulais juste vous dire de façon claire que même si ça ne fait pas partie de l'enseignement de cette semaine, que le milieu universitaire et académique réfléchit de façon très sérieuse à toutes ces problématiques-là, pas juste à Terminator. On pense à des problèmes beaucoup plus concrets qui peuvent affecter les gens.